Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Adrien Abosi, toujours élection 2017. Et puis on va se faire, tu vois, comme on nous a dit en off, il faut qu'on se recentre sur le sujet, on s'égare, on digresse, on part, mais bon, là, le public il suit lui. Mais c'est vrai que, parce que un sujet appelle un autre, il y a beaucoup de sujets connexes. Je suis une âme enflammée que... Voilà. Donc il y a beaucoup de sujets connexes. Et il paraît que tu tapes trop sur les gauchistes, qu'ils ont mal. Donc faut... Ouais, allez doucement. je crains que je vais continuer. Mais bon. Ah, on va se regarder justement, alors la petite perle, c'est Allons-y. Une petite vidéo avec Benoît Hamon et Oui. Laurent Wauquiez, donc au cours d'un débat la semaine dernière dans le cadre de la présidentielle, et ils vont tous les deux donc aborder la thématique immigration, islam, et ils vont parler en particulier évidemment de cet exemple qui a tellement choqué du reportage de France 2. Ouais. Voilà. Alors, je vais mettre... Et ce qui m'a choqué, c'est votre... Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, des groupes religieux testent la République. C'est indiscutable. Dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la rue. Alors, des groupes religieux testent la République. C'est les catholiques. Hein. Ouais, d'accord. C'est les catholiques dont ils parlent, je pense. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu aussi cette vision de gauche. On met tout... tout Tu sais, c'est comme après les attentats de Charlie Hebdo. Je crois que c'était Mélenchon qui disait qu'en gros, ce qui avait tué les mecs de Charlie, c'était le fanatisme de toutes les religions qui a toujours existé, et compagnie, blablabla, tu vois. On ne singularise surtout pas quand on est de gauche. Hein. Ah ouais. Et moi, je serai intransigeant à l'égard de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient remettre en cause la liberté de conscience. Mais je suis... Alors, il dit qu'ils doivent être intransigeants avec ceux qui veulent remettre en cause la liberté de conscience. Alors là, je sais pas de qui il parle. Eh ben, il parle, alors c'est intéressant parce qu'il fait le lien donc avec l'incident du Les gens reportage. qui remettent en cause la liberté de conscience en France, ce sont les gens de gauche. Parce que c'est eux qui t'interdisent de penser différemment d'eux. Et si tu penses différemment d'eux, tu es ostracisé. Sans compter le fait que tu es méprisé, etc. Mais tu es ostracisé. Ouais. Moi, je ne pratique pas l'ostracisme. Je critique la gauche, je critique les gens de gauche, mais je ne suis pas dans l'ostracisme. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas dans la diabolisation de mon adversaire. À la limite, je les prends pour des cons, tu vois, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà. Donc, J'ai aucune intention mauvaise à leur endroit. Au contraire, je leur dis, venez chez nous. donc lui, il nous parle de liberté de conscience. aussi intransigeant à l'égard de celles et ceux qui voudraient remettre en cause la liberté d'opinion, même religieuse. C'est la raison pour laquelle... Alors, il dit, je vais être intransigeant avec ceux qui ont la liberté de conscience et je vais être intransigeant avec ceux qui veulent remettre en cause la liberté d'opinion religieuse. Je suppose qu'ils visent les laïcards. Oui, c'est C'est quand même... j'ai envie de dire, monsieur, vous pensez que vous allez gagner combien d'électeurs avec ce discours ? Franchement, quoi. Hein. Parce que ça plaît à personne, ça, c'est complètement... Non. Et puis tu sais, au-delà de ça, comment te dire ? Les Français, même s'ils n'ont pas mes convictions religieuses, sont attachés, comment te dire les choses, à un certain décor. Décor qu'ils ont toujours vécu, dans lequel ils ont toujours vécu, pardon. Ce décor est métamorphosé. Je t'ai évoqué Gare du Noir tout à l'heure, mais il peut être métamorphosé d'autres façons, tu vois. Et Hamon, là, en fait, il rentre dans cette tartufferie. C'est-à-dire que cette colère des Français qui voient leur décor évoluer, et qu'on l'appréhende à travers le biais de la laïcité. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait semblant de croire qu'on est dans une querelle de religion. Ce n'est pas un problème de religion. Ça n'aide pas. Hein, ça s'ajoute, si tu veux, les questions de différences religieuses. Mais le problème de fond, ce n'est pas ça. La mutation qui est engendrée par l'immigration de masse et le multiculturalisme, enfin, si tu veux, le résumer à l'islam, c'est extrêmement réducteur. Hein, et si tous les musulmans de France se convertissaient demain, par exemple, je ne sais pas, à l'évangélisme ou au bouddhisme, ou que sais-je encore, la question du multiculturalisme se poserait encore. Donc là, Benoît Hamon, quand il entame ce discours-là, il valide le discours de la novlangue, comme quoi le problème qui se pose en France, c'est uniquement un problème, si tu veux, de religion liée à l'islam en l'occurrence. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Le problème du multiculturalisme est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Il refuse de voir ça. Non.
Ah oui, le micro part un peu en dessous. Autant pour moi. Hop, attends, je te mets comme ça, voilà. Vas-y. Hop, comme ça, hein. Peut-être, ça va mieux. Ah, je vais descendre un petit peu. Voilà. Et donc, non, mais c'est bien parce que la gauche, elle est quand même dans un déni donc constant. Donc tu vois, donc sur ces questions-là. officiellement, Ouais. en fait, ce que nous dit Hamon, si j'ai bien compris, c'est que je suis contre, en gros, les islamistes, mais je suis aussi contre les laïcards. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que le clivage qu'on sent tous plus ou moins est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ces questions-là. Que ces questions-là. J'ai dit la chose suivante. Que la loi de 1905 est probablement la plus belle loi de la République. Elle Je garantit. pense qu'il y a rien de plus immonde. Oui, j'étais sûr, ça va être faire 60. La plus belle loi de la République. Alors, ce qui est vrai, c'est d'un point de vue républicain, c'est vrai. C'est enfin, on les a défoncés, ces bouffons de catholiques, tu vois. Enfin, c'est une consécration, tu vois, qui vient après l'affaire Dreyfus, comme par hasard. Donc, à certains égards, c'est extrêmement vrai. D'accord. C'est extrêmement vrai que d'un point de vue républicain, d'un point de vue français, non, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Parce que cette loi, bon, aujourd'hui, ça va être. C'est quoi? C'est impossible de la remettre en cause. Bah, c'est impossible, si, il y a quelqu'un qui l'a fait à peu près 35 ans après, tu vois. C'était qui? Bah, je te laisse deviner. Non! Ah! Toujours. Oui, juste si on pouvait rallumer l'écran. Non, voilà. Merci. Mais, bah, si, on peut, mais il faut le vouloir. Oui. Encore faut-il le vouloir. Qui le veut aujourd'hui en France, dans l'échiquier politique? Réponse. Personne. Personne. Et effectivement, c'est devenu un dogme, comme si la laïcité avait permis, si tu veux, aux gens de vivre ensemble au sens normal du terme. Hein. Oui. Pas, au sens Pas le vivre ensemble orwellien. Voilà. Ouais. C'est parfaitement faux. C'est absolument faux. Tu vois, c'est totalement délirant de dire ça. Il y a eu des guerres de religion en France, tu vois, au XVIe siècle. Il y a eu des petites persécutions, faut le dire, au XVIIe, des protestants par Louis XIV, mais après, globalement, il y avait une paix religieuse en France. Faut arrêter de Alors, la faire, la quoi. paix religieuse, moi, il y a un royaliste que j'avais rencontré sur le Métatour, lui, il proposait pour sa solution pour la paix religieuse, c'était ce qu'il appelait l'édit de Poitiers. C'est-à-dire Un espèce d'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était pas une bonne chose. Hein. Enfin, il y avait des bons, mais il y avait aussi du mauvais. C'est-à-dire que l'édit de Nantes a créé aussi les bastions protestants, si tu veux. C'est-à-dire, en gros, des États dans l'État. Non, mais il n'y a pas de question d'édit de Poitou. C'est ce que tu fais, un catholicisme d'État, avec des normes à respecter. Si les gens aiment la France, ils aiment la France telle qu'elle est, même s'ils ne partagent pas ce logiciel-là, et puis c'est tout. Le plus simple. On n'a pas à s'excuser d'être nous-mêmes. On n'a pas à s'excuser d'être nous-mêmes. Ça suffit, ça, maintenant, tu vois. Hein. On n'a pas à baisser les yeux. On n'a pas, si tu veux, à se limer, à s'éroder pour pouvoir être accepté par l'autre. Hein. On a le droit d'être nous-mêmes au bout d'un moment. Hein. Et ceux qui disent, qui répondent à ça, parce que tu vois, quand tu vas dire ça à certaines personnes, ils vont te rétorquer, oui, mais nous, la France, on a connu l'histoire coloniale, et précisément, elle est venue changer, nous, notre habitude, notre culture, on s'est érodé nous-mêmes. La République a eu tort de le faire, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que donc tu es là pour te venger? Voilà. Donc tu es là pour m'être hostile? Et tu veux que je te considère comme mon compatriote? Faut être cohérent, mon pote. Hein. Faut être cohérent. Hein. Moi, si tu m'es hostile, je peux pas faire société avec toi. Par définition. C'est un bon sens élémentaire, si je puis dire. Donc, moi, ce que je leur dirais, c'est que soit tu te francises, et ça passe en partie par le baptême, hein, soit dit en passant, hein, soit si t'es pas content, tu rentres dans ton pays. Hein. Tu seras pas victime de racisme là-bas. Hein. Et je précise qu'en Afrique, en ce moment, il y a des perspectives de croissance monstrueuses. Tout à fait. Donc, c'est pas forcément le mauvais plan d'y aller. Hein. Oui, c'est ce qui est tout à fait vrai en plus. Quoi? Évidemment, la séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience, la liberté d'opinion religieuse. Et elle permet... La liberté de conscience a toujours existé en France. Elle a toujours existé, parce que là, il nous prend pour un jambon un peu, parce qu'il nous vend un truc qui n'existe pas, non, mais la liberté de conscience. La loi de 1905, le fond, c'est qu'il fallait déchristianiser les institutions, c'est tout. Qu'il était encore un tout petit peu, tu vois. Donc il fallait casser les jambes autant que possible, je dirais, à l'institution de l'Église de France, hein, en lui retirant ses financements, etc. Et donc voilà, c'est tout. C'était pas une question... la liberté n'a pas progressé avec la loi de 1905, il faut arrêter de nous prendre pour les cons. Hein. La loi de 1905 s'inscrit dans un contexte extrêmement précis, qui est celui
d'une épuration de la haute administration française, qui a commencé dans les années 80. Parce qu'en fait, si tu veux, la Troisième République, paradoxalement, a été votée par des monarchistes. En carton-pâte pour moi. Hein. Les orléanistes, c'est des monarchistes en carton-pâte, mais des monarchistes. Qui, malgré tout, ont un petit reliquat traditionnaliste. C'est l'histoire qui fait que tu sais que quand la France est dans la merde, à chaque fois, c'est l'extrême droite qu'on appelle au secours. En 1870, on se prend une raclée, on élit une assemblée de monarchistes. En 1914, au début, on commence à se prendre une raclée. Tous les généraux francs-macs qui étaient montés grâce à l'affaire des fiches, on les dégage et on fait monter des officiers catholiques, dont un certain Philippe Pétain d'ailleurs, etc., etc. Donc, si tu veux, à partir de cette année 1880, il faut dégager un maximum d'éléments conservateurs de la société française qui sont dans les hautes strates du pouvoir. Okay, donc, années 80, ça commence par la magistrature. Comme par hasard, la magistrature est Dreyfusarde. Tu vois. Années 90, affaire Dreyfus. On s'occupe de l'armée un maximum, tu vois, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, il faut affaiblir les éléments conservateurs de la société. Et donc, en arrêtant notamment de financer le culte catholique, on l'a affaibli, soyons très clairs, tu vois. Donc, et puis surtout, c'est une façon de dire, la France, officiellement, n'est plus une terre catholique. N'est plus catholique. Ouais. Et ça, c'est super fort symboliquement. Et là, ils nous l'ont mise, hein, les mecs. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui le croient vraiment, et qui ont une ignorance totale de ce qu'est l'âme de la France. L'âme de la France ne se réduit pas au catholicisme. Sinon, donnons la nationalité aux gens du Honduras. Mais en revanche, c'est un des piliers fondamentaux de l'identité de la France. Tu vois. Donc, cette loi a été faite pour déchristianiser, pour que la France soit altérée dans son âme, tout simplement. Et ça a bien fonctionné. Parce que là, oui. parce que mal, hein. Même sur les protestants, alors bon, je ne suis pas allé creuser encore sur cette affaire, mais visiblement, le Martin Luther, ça s'est imposé avec violence. Il y avait quand même il y a un aspect assez violent. Alors, quand même. C'est pas aussi bisounours que ça, quoi. C'est pas les gens protestants. Les torts sont partagés. Ouais. Les torts sont partagés. Tu sais, c'est rarement blanc et noir. Ouais. Parfois, c'était la faute des catholiques. Parfois, c'était la faute des protestants, les torts sont partagés. D'accord. Bien évidemment. Mais c'était pas des rigolos. Hein. C'est sûr qu'en face, c'était pas des rigolos. Et puis, ils l'ont démontré, puisque, tu vois, un certain nombre de génocides sur la planète ont été faits par des protestants. Oui, voilà. Donc, je précise. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut diaboliser, essentialiser et compagnie, mais bon, il y a des faits historiques qui existent. Hein. Mais je voulais te dire un autre truc. Ouais. Écoute, j'ai oublié. Mais ça reviendra sans doute. Et donc, à qui de faire quoi? Elle permet, et elle doit permettre, à une jeune femme, dans n'importe quel quartier de la République, de se promener en étant habillée comme elle le souhaite, sans qu'une religion ou un religieux lui dise « tu n'as pas à t'habiller comme ça parce que ce serait impudique ». La loi... Alors, là, il parle quand même de la loi de 1905, et il dit que c'est la loi qui va permettre à toutes les jeunes filles dans tous les quartiers d'être protégées. La loi de 1905, sauf erreur de ma part, lorsqu'elle a été votée, n'a pas changé les tenues vestimentaires des Françaises. Sauf erreur de ma part, donc je ne sais pas de quoi il parle, moi là, tu vois. Ouais, c'est assez extraordinaire. Parce qu'il veut faire le lien en disant que cette loi va protéger finalement on va dire, les filles d'origine immigrée dans les quartiers, alors qu'on sait très bien que dans certains quartiers, elles sont soumises à une pression telle que elles mettent souvent, il y en a qui mettent le voile par dépit pour qu'on les laisse tranquilles et pouvoir avoir la paix. À défaut de mettre le voile, voilà. Si tu veux, elles ont un surcroît d'attention aux vêtements qu'elles vont porter parce qu'elles savent qu'elles peuvent avoir des réflexions. Des réflexions déplacées. Et des réflexions pour être poli. Hein. Voilà, pour être poli. Hein. Donc, clairement, là, quand ils nous disent que la loi de 1905, elle protège ces gens-là, non, pas vraiment. Parce que la réalité... Ça, c'est le décalage entre la réalité, oui, et la loi. La loi, oui, la loi, en théorie, elle fait ce qu'elle veut en sortant de chez elle, mais la réalité n'est pas ça. Bien sûr que oui. Et en plus, ça s'applique d'autant moins qu'on parle de zones qui ne sont pas proprement parlées des zones françaises où l'autorité de l'État français s'applique. Tu vois ? Donc, effectivement, ce sont des zones, non pas de non-droit, mais d'alter-droit, qui ont d'ailleurs une alter-économie, l'économie parallèle, et les gens vivent très bien. Faut le préciser quand même. C'est que le Figaro, il y a des années de ça, avait dit que l'économie parallèle rapportait en gros 2 milliards d'euros par an. Bon, cet argent, il finit dans des poches quand même. Bon. Nous sommes dans des zones défrancisées, dans des alter-zones, où les normes culturelles ne sont pas françaises, mais donc aussi, in fine, dans les normes culturelles, il y a aussi les normes juridiques. Les normes juridiques, tout
tout simplement. D'ailleurs, l'aberration donc de l'expression zone de non-droit, parce qu'il y a un droit. Oui. Il n'y a pas de C'est non-droit. On reste dans la novlangue. On ne caractérise pas la réalité telle qu'elle est. Parce que tu te rends compte que si on disait des zones défrancisées, ou des zones algériennes, ou des zones maliennes, tu te rends compte le choc dans la tête des gens? Et d'ailleurs, c'est faux d'ailleurs de dire que c'est des zones algériennes maliennes, c'est plus compliqué que ça. C'est des zones républicano-algériennes, maliennes, ou les deux en même temps, tu vois, comoriennes. La Courneuve, je crois, notamment, c'est des Comoriens, tu vois. Donc c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas, à proprement parler, des blocs culturels qui sont des émanations de ces pays-là. C'est un mélange de plusieurs choses. Hein. Donc voilà, on reste toujours, si tu veux, dans ce souci de ne pas nommer la réalité. Ne pas nommer, voilà, c'est ça, c'est toujours... Parce que pour moi, dans tous ces débats-là, c'est ça, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réalité dont tout le monde a conscience, Exactement. mais on ne peut pas en parler, on ne peut pas parce que tant qu'on lui donne pas des mots, elle n'a pas vraiment... On n'arrive pas à capter la réalité, parce qu'on lui donne des mots, mais des mots détournés, quoi, genre des mots qui ne correspondent pas. Et tu remarqueras que dans la réalité, on parle pas comme ça. Non, bah oui, ouais. Dans la réalité, on parle pas comme ça. Et je te donne un exemple très précis. Moi, j'étais dans un cours de droit, à l'époque, je crois que c'était quand je préparais le barreau d'ailleurs, et on parle d'un arrêt très connu du Conseil d'État qui est de Morson-sur-Orge, je crois, un truc comme ça. Et en gros, c'est un arrêt où le Conseil d'État, je te la fais simple, normalement l'ordre public, selon la jurisprudence administrative, c'est sécurité, tranquillité, salubrité. Et là, le Conseil d'État va rajouter une quatrième notion qui est celle de la dignité. Pourquoi ? Parce que c'est un arrêt qui traite d'une question d'un nain qui en fait se fait jeter. En fait, c'est pour du lancer de nain en boîte de nuit, tu vois. Et donc, on a interdit ça au nom de la dignité. Et on a rallié ça à l'ordre public. Et donc, le prof pose une question sur cet arrêt. Et il y a une fille qui... Et donc, il pose la question, est-ce que vous êtes d'accord qu'au nom de la dignité, il fallait faire ça et compagnie ? Et je me rappelle que la fille dit, oui, il fallait le faire, parce que c'était pour éviter de stigmatiser une communauté. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dans la vie, à part cette jeune fille, me dire stigmatiser une communauté. Et je me rappelle, on s'est tous regardés dans les yeux, on s'est dit, mais c'est une conne, tu vois. On s'est dit, mais c'est vraiment dans la catégorie, je me suis fait violer le cerveau par la télévision. Tu vois. Non, mais c'est ça, parce que là, quand tu craches le mot stigmatisé et que t'es sérieux... Tu vois, c'est comme si, tu vois, t'avais une espèce d'intrusion de la matrice dans le réel, tu vois. Et on se dit, ah putain, toi, tu t'es fait violer la tête, toi, ma pauvre. Intrusion de la matrice dans le réel, et la chose inverse. La loi de 1905 la protège. Comme la loi de 1905 protège celle qui, avec un foulard, quand elle le porte librement, le fait dans l'espace public. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est là que j'ai un désaccord avec vous, au fond, il apparaît aux yeux de la droite, parce que c'est nouveau, cette forme de passion que vous avez pour l'égalité femmes-hommes. Ah bon, c'est nouveau dans la droite, ils ne se sont jamais intéressés à l'égalité femmes-hommes. Alors, il faut lui rappeler un truc à M. Benoît Hamon, hein. Ouais. C'est que c'est le Sénat radical socialiste qui, dans les années 30, s'est opposé au suffrage, au droit de vote pour les femmes. Et que Pétain, dans son projet de constitution, avait introduit le droit de vote pour les femmes, soit dit en passant. Ouais. Hein, soit dit en passant, monsieur Hamon. Il faut toujours leur rappeler un peu, parce que là Et puis la Révolution française était extrêmement misogyne. La Révolution française a fait perdre un très grand nombre de droits aux femmes. Et tu sais que la première fois que les femmes ont voté en France, c'est en 1789. Alors, c'était pas toutes les femmes, on est d'accord, mais aux États généraux, lorsque la femme était la chef de foyer, c'était elle qui votait, celle qui allait voter donc aux élections des États généraux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc les femmes votaient sous l'Ancien Régime. Ah, voilà. C'est bien de le savoir. Hein, monsieur Hamon. Que le sexisme serait apparu le jour où les musulmans seraient arrivés sur la terre de France. Eh ben non. Le sexisme, il n'est pas apparu. Il n'est pas apparu le jour où les musulmans sont arrivés en France. Le sexisme, il arrivait avant. Il était là. Mais ça, sur le dos du sexisme, c'est ça, ça aussi, c'est un peu dévoyé, parce que c'est pas un problème de sexisme. C'est un mélange de plusieurs choses. Parce qu'il y a du sexisme, mais c'est plus profond que ça. C'est un mélange de plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il y a un aspect... le sexisme, ça existe. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais disons que c'est quand même en partie... On ne sait pas de quoi il parle officiellement, hein, parce que c'est un mot couvert, mais si on essaie de traduire ce qui se passe derrière, c'est la manifestation de certaines normes culturelles pas tout à fait françaises. Voilà, ouais, voilà. Ça, c'est le fond du sujet, mais ça, on n'a pas le droit d'aller. On peut le dire. C'est le terrain, oui, on peut le dire. Et contre ça, la loi de 1905 est totalement impuissante.
Bah complètement. Puisqu'elle ne parle même pas de ça. C'est pas le rien sujet. à voir avec ça, voilà, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pour ça que je trouve que c'est encore un déni de réalité, là. Encore, Et comment tu veux régler un problème si tu fais pas un bon diagnostic? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à peser les mots sur le problème. Donc ta solution, elle peut être que biaisée, puisque tu n'arrives même pas à bien identifier ou définir le problème. Exactement. Et là, on parle de ce sujet-là, mais c'est la même chose sur beaucoup d'autres. Sur beaucoup d'autres, voilà, exactement. Donc, Oui, c'est quelque chose qui est déclinable. Hein, sur l'Union européenne, sur machin. Je te donne un autre exemple. Macron nous dit qu'il veut alléger le code du travail. Et il nous dit, je vais alléger le code du travail pour le remplacer par des accords d'entreprise. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que ça sera le même bordel pour l'employeur. Hein, puisqu'au final, il y a toujours autant de normes à appliquer. Sauf qu'elle ne viendra pas d'un code du travail, mais elle viendra d'une convention collective. Voilà. Donc tu vois, c'est toujours comme ça. On a incapacité à nommer, incapacité à saisir la réalité. Et quand on vit dans ce monde où on est incapable de palper la réalité, et ben, dans la mesure où les problèmes ne sont pas résolus, ils créent des conséquences de plus en plus grandes. Et au bout d'un moment, la marmite va se met à péter. Et naturellement, on va arriver à des changements. Très naturellement. Avant, il sera là après. Oui, c'est une réalité. C'est d'ailleurs pour cela que moi, dans le sillage de Vincent Peillon, je me suis engagé très concrètement dans l'éducation nationale pour faire en sorte que tous les professeurs, lors de leur formation initiale, soient formés aujourd'hui à la réalité du sexisme, des stéréotypes de genre. Alors voilà, alors les professeurs formés à la réalité du sexisme et du stéréotype de genre. Et j'ai envie de dire, ça veut dire quoi concrètement? Le professeur, il est là pour transmettre des savoirs. Donc au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Quel va être le boulot du professeur? C'est-à-dire qu'il va devoir introduire des notions d'antisexisme dans sa matière et d'anti-genre. Enfin, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, ils savent plus écrire un mot en français, mais ils sont incollables en sexisme. C'est quand même intéressant qu'il avoue quand même que l'éducation nationale sert à laver les cerveaux. Ah oui, c'est exactement ça. C'est quand même intéressant. Oui, c'est ce passage que justement je trouve intéressant. Il confesse qu'elle n'est pas neutre d'un point de vue idéologique. Idéologique, qui a un parti pris. Et en plus, c'est très bien parce qu'il nous dit... Il y avait Payon, on connaît tous les positions de Payon là-dessus. Il y a eu Belkacem qui était sur la même ligne, et lui, en fait, était sur la même ligne, et ils assument complètement. Il nous le dit bien. Là, pour le coup, moi aussi, je suis d'accord, au moins, c'est clair. Tu sais, c'est la phrase de Mélenchon, et il a tout à fait raison, la République n'est pas un régime neutre. Ça n'existe pas, un régime neutre. Hein. Ça n'existe pas. Nulle part sur la planète Terre. Et moi, le régime que je mettrais en place dans l'IAL ne serait pas neutre. Pétain disait, la vie n'est pas neutre. Pauvre de lui. Les enseignants disposent d'une mallette pédagogique partout en France pour faire face à ces réalités-là. Aujourd'hui, dans l'école de la République. Pourquoi c'est à l'enseignant de faire face à cette réalité? C'est pas son job. Donc le sexisme. Bientôt, on va dire que c'est les avocats qui devront lutter contre le sexisme, je sais pas quoi, et pourquoi pas les pompiers et les boulangers, quoi, tu vois. Mais pourquoi c'est le job des enseignants? Parce qu'on a mis tout ça sur le dos de l'éducation nationale. À tout prix, il y a une volonté de fondre la société sur certaines normes. Ça, c'est très républicain aussi, tu vois. Toujours cette volonté de fondre la société sur les normes du bien, tu vois. Et surtout, ne pensez pas différemment. Si vous pensez différemment, vous êtes le camp du mal. Vous êtes le camp des diabolisables potentiels, tu vois. Grâce à l'action que nous avons menée, aujourd'hui, on combat efficacement le sexisme. Et vraiment... Donc, aujourd'hui, combat efficacement le sexisme. En banlieue? En banlieue, je sais pas. En banlieue, mon pote, tu combats le sexisme, toi? Non mais franchement, quoi. Quelle blague. Trappe, hein, je rappelle. Ouais. Non mais quelle blague, quoi. Ouais. Quelle blague vous êtes, quoi. Où et quand vous combattez le sexisme, quoi. Parce que c'est vrai que le sexisme est très 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 puissant dans le 16e arrondissement, tu vois. Toutes les femmes qui vivent dans le 16e arrondissement que j'ai connues m'ont dit qu'elles ont été victimes de sexisme en permanence. Hein, par contre, tu vois, tu parles de sexisme, Benoît Hamon, moi j'aimerais que tu parles des blanches dans les Transiliens. Moi c'est un sujet qui me tient à cœur, celui-là. Les blanches dans le Transilien, tu vois. Ça serait intéressant d'en parler quand même de temps en temps, tu vois. Le sujet officiellement n'existe pas. Non. Moi, j'en parle tout le temps maintenant. Alors, volontairement. Hein. Il existe à moitié. Encore une fois, c'est toujours ça, parce qu'on ne veut pas nommer les choses. Il y a un reportage qui est passé c'était il y a 6-8 mois de ça, sur Envoyé spécial, qui traite de cette question-là. Et si tu veux, les 15 premières minutes du reportage sont très intéressantes, parce qu'elles montrent ce que tu dis. Mais sauf que, évidemment, on est sur France 2, et on est dans un politiquement correct. Attends, t'as le droit de dire vraiment ce que tu penses, le fond. Alors tout d'un coup, ça devient...
paraît-il, une habitude française à cause de nos origines latines de harceler les... Je te jure, Dixit, c'est dans le reportage. Je l'ai gardé exprès sous les yeux parce que moi aussi, ça m'a fait... Donc, le commentaire journalistique te dit, oui, mais vous savez, tout ça, c'est nos habitudes, nos racines latines qui fait que les femmes se font... Ce genre d'attitude est digne de mépris. Voilà, c'est tout. Tu vois, moi, les gens qui pensent ça et qui disent ça, le journaliste, je l'ai en face de moi, je ne sais même pas de discuter avec lui. Et je lui dis, écoute, je te méprise. Voilà. C'est cette lâcheté qui est la tienne, cette incapacité à assumer le réel tel qu'il est, cette incapacité à assumer le fait que tes dogmes ne se traduisent pas dans la réalité, cette incapacité à assumer le schisme qu'il existe entre tes dogmes de merde et la réalité immonde qu'ils ont construit, tu vois, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Franchement, c'est fatigant, quoi. Donc, la raison ne marche pas contre ces gens-là. Sinon, d'ailleurs, ils n'auraient pas ce logiciel pourri. Hein. Parce que, comme je dis, il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Ah bah, maintenant, mais ça compte pas, on te dit, dans, leur raisonnement. Bah oui, tout à fait. Et donc, ces gens-là ne méritent que le mépris. Voilà. Obligé en plus d'insulter ton propre pays. Pourquoi en plus? Pour vivre ensemble? Alors qu'en plus, toi, t'es un putain de bourgeois blanc qui vit avec des bourgeois blancs, qui n'est même pas foutu de le mettre en œuvre. C'est bon, quoi. C'est fatigant. Hein. Autre expression de novlangue, le vivre ensemble. Il y a une nouvelle aussi qui apparaît beaucoup, on entend parler maintenant, c'est l'entre-soi. Voilà. Bah, grosse dédicace à l'entre-soi. Et vivre ensemble, à la base, c'est une formule d'Ernest Renan. D'accord. Un tocard républicain, comme il y en a eu beaucoup. Et d'ailleurs, Renan, j'ai fait mettre une quenelle, comme on dit autrefois, à Ernest Renan. J'ai lu un passage dans de ses bouquins où il te dit qu'en gros, la France perd la guerre de 70 parce que l'élève qui prend, la formule qu'il prend, pardon, c'est de dire qu'un élève des jésuites ne peut pas battre, j'ai plus sa formule, mais en gros, un général prussien. Or, le général Foch, devenu maréchal Foch, était un élève des jésuites et il a battu Ludendorff et Hindenburg. Et Pétain a été élevé, lui, par deux de ses oncles qui étaient prêtres. Donc, Pétain et Foch ont mis, comme on disait autrefois, une quenelle à ce cher Ernest Renan. Parenthèse fermée. Non, je ne suis pas Monsieur Pédon, je suis Monsieur Hamon, mais non, si vous me permettez de le citer 2 secondes. Mais oui, mais voilà, mais je suis d'accord avec lui, ça tombe bien. Monsieur Payan dessus. Vous-même, Najat Vallaud-Belkacem ensuite. Vous avez pris beaucoup d'initiatives sympathiques, mais qui sont très coupées de ce qu'est aujourd'hui la réalité de terrain sur le sujet de la laïcité. J'ai échangé encore la semaine dernière avec un professeur de... 2 secondes. Il dit, ce qui est très intéressant, c'est couper du terrain sur la laïcité. Non, c'est pas couper du terrain sur la laïcité, c'est couper du terrain sur le multiculturalisme et sur l'impossibilité entre des cultures différentes de coexister sur ensemble, un territoire, tu vois, relativement restreint. C'est complètement c'est ça la question, mais ça voilà, on est obligé, on est obligé de parler avec un déconneur. On n'est pas en démocratie. Ouais. Ça veut dire qu'on est en dictature, que on est sommé de se rallier à une vision du monde, à une réalité. Non, parce que le dogme est tellement fort que même dans des débats comme ça, on ne veut pas désigner les choses. Donc on parle de quelque chose, mais finalement, il parle presque d'autre chose, alors qu'on sait pas de quoi il parle. On comprend. Et c'est là que tu vois comment tu veux qu'une société soit sereine lorsqu'elle repose sur une telle hypocrisie. Parce qu'on sait tous de quoi il parle, à part quelques puceaux de gauche, tu vois. On sait tous de quoi il parle. Il parle du fait que les gens ne peuvent pas vivre ensemble, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps. Ils ne peuvent pas, et ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Ils ne le souhaitent pas. Les Français veulent rester Français, les Comoriens veulent rester Comoriens, les Algériens veulent rester Algériens, et c'est normal. On ne doit pas critiquer les gens de ce réflexe-là. De ce réflexe-là, puisque c'est plutôt naturel en plus. Mais évidemment. La nature, ça n'existe pas. Le déracinement républicain n'est pas naturel, c'est une amputation qui est imposée aux gens. D'où l'échec de l'intégration d'ailleurs. Grenoble, qui m'expliquait, professeur d'histoire, qu'il n'arrivait même plus à enseigner des pans entiers de l'histoire de France à sa classe, que l'histoire du Moyen-Âge et des racines chrétiennes, impossible. L'histoire de la Shoah, extrême. Attends 2 secondes. Petite parenthèse, la racine chrétienne, c'est la République qui les a niés. Hein. On peut critiquer les musulmans, mais ils sont pour rien là-dedans. Ils sont pour rien là-dedans, ça c'est clair. Là c'est vrai pour le coup. Tellement difficile à aborder dans sa classe que sur un voyage scolaire qu'il avait organisé à Reims pour apprendre les racines de l'histoire de France, toute une partie de ses élèves avaient refusé d'entrer dans la cathédrale parce qu'ils considéraient que ce n'était pas compatible avec leur religion.
Ça, là, il donne les exemples donc, Mais- d'un prof. Ouais. C'est peut-être vrai factuellement, moi je ne connais pas sauf que j'aimerais quand même le rappeler, c'est que toi ton parti il s'appelle les Républicains. Hein, et ce qui depuis 200 ans s'attaque aux racines chrétiennes de la France, c'est la Révolution, hein, dont la République est la fille. Hein, bon. Donc il n'a pas la légitimité, ce cher Laurent Wauquiez, pour parler de ça. Hein. Et je vais te dire, moi je ne suis pas du tout fan de l'islam. Je suis pour la remigration, c'est connu, je l'ai déjà dit. Mais ce qui s'attaque aux racines chrétiennes de la France, avant toute chose en France, c'est cette République immonde. C'est la République. Immonde, tu vois. Ça, par contre, Laurent Wauquiez l'admettra pas. Si tu lui dis, Bah, je pense que dans son oui. logiciel, ce sera. Il aura un logiciel tordu pour retomber sur ses pattes, il va me faire un coup de langue de bois, un coup de saucisse, voilà, et puis voilà. voilà, mais il n'admettra pas. C'est la réalité. Quand on a eu la loi sur l'interdiction de la burqa, vous avez fait partie de ceux qui se sont prononcés contre cette loi. À la différence d'ailleurs de Manuel Valls. La loi sur l'interdiction de la burqa, à l'époque, le Conseil d'État avait fait un avis extrêmement intéressant dessus, pour te dire que cette loi était injustifiable d'un point de vue de la laïcité, sans quoi il avait raison. Puisque la laïcité n'est pas faite pour épurer l'espace, contrairement à ce qu'on nous dit, la loi de 1905 n'est pas faite pour épurer l'espace public de tout signe religieux ou de toute manifestation de religieux. La loi de 1905 elle était faite pour assurer la neutralité de l'État et non pas de la société. Et pas de la société. Tu vois. Oui, c'est la neutralité de l'État. Ouais. Donc, il y avait des fondements pour être contre cette loi, et moi j'étais contre cette loi, parce que moi, je te l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux qu'on voit l'immigration. Vous avez voulu faire venir chaque année officiellement 200 000 immigrés par an, plus en gros 100 000 immigrés illégaux. Vous l'avez voulu, et ben maintenant vous se le prendre dans la gueule. Vous l'avez voulu. Assumez votre bilan. La burqa dans la rue, c'est votre bilan à vous. N'essayez pas de cacher cette immigration qu'on ne saurait voir comme cacher ça, je saurais voir, c'est pareil. Quoi. Voilà. Alors que oui, c'est leur bilan. Moi, je suis contre. Toi, tu dis, il faut qu'ils assument. Et puis ça veut dire quoi? On interdit la burqa, on essaie de remettre la réalité sous le tapis? Non, moi je veux la voir, la c'est réalité. pareil avec le burkini, finalement. Exactement. Aussi, avec, non, on veut plus de burkini, etc. La laïcité ne donne aucun instrument juridique, enfin plutôt n'est pas un instrument juridique pour traiter de ces questions-là. Et je vais plus loin. La République, je l'ai déjà dit, je crois que c'était sur Méridien Zéro ou Radio Courtoisie, je ne sais plus, la République n'offre aucun instrument juridique pour s'attaquer aux questions culturelles et identitaires sur ces points-là, si tu veux. Est-ce que justement les identitaires, y compris, vas-y, je mets le Front National dedans, ils ne sont pas justement emparés de cette question, sur cette vision laïcité, pour combattre une question identitaire? Évidemment. Évidemment. Alors, à court terme, ils ont raison, mais quand même, à long terme, il va falloir faire un petit peu de pédagogie là-dessus, quoi. Parce que la laïcité, il faut qu'elle disparaisse. Hein. Si tu veux sauver la France, la laïcité, il faut la foutre au chiottes. Hein. Et pourtant, il y en a plein qui diront, mais ça va être la guerre s'il y a la laïcité. Ils ont le droit de le penser, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et j'ai envie de vous dire, les mecs, la guerre, elle est déjà là. Hein. Parce que la France vit, j'ai inventé une petite formule, dans une guerre civile froide. Et encore, le terme civil n'est pas très bon. Mais tu vois ce que je veux dire, hein, on se comprend. Certes, on nous dit toujours l'Union Européenne, il n'y a plus de guerre. Ah ouais, il n'y a plus de guerre? Bah moi j'ai vécu l'occupation, tu vois. Moi quand j'étais au collège, j'ai vécu l'occupation. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas de guerre, j'ai vécu l'occupation sur mon territoire. Et vous êtes fiers de votre bilan? Moi, mes parents n'ont pas connu l'occupation. J'ai connu l'occupation. Je dis, j'ai connu l'occupation. Moi, quand j'étais au collège, si à certains endroits tu ne les évitais pas, si à certains endroits tu ne baissais pas les yeux, tu te faisais éclater la tête. Et je ne caricature pas quand je dis ça. Tu vois? J'ai vécu l'occupation. Des millions de Français de souche ont vécu l'occupation. Alors qu'il n'y a pas eu de guerre d'un point de vue militaire. Voilà. Et ça, c'était une parenthèse que je voulais faire. Oui, puis aussi, tiens. Ceux qui parlent souvent, on parle, tu sais, des murs de Donald Trump, etc. Mais pourtant, on est en train de mettre des murs partout à l'intérieur de nos nations. Maintenant, ce que j'ai vu, ils vont mettre un mur autour de la Tour Eiffel, un mur... Et je vais te dire, moi, je l'ai vécu très, très, très concrètement dans mon quartier en 2002, après les élections, où, si tu veux, donc j'avais des immeubles, entre guillemets, classiques, mais qui avaient des cours qui donnaient d'une rue à l'autre et compagnie. Donc moi, des fois, je les empruntais pour gagner du temps. Et bah, tout ça, ça a été blindé. Progressivement, chaque immeuble, tu vois, installé des grilles. Je sais pas de qui ils avaient peur. Peut-être, je sais pas, moi, des gens du 16e qui, de temps en temps, venaient dans le 13e arrondissement où j'habitais, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir de 2002, j'ai vu ça très clairement, le fait qu'on verrouille tout, tu vois, on verrouille tout.
C'est pour ça ceux qui prônent, ils sont contre les murs, mais les murs, on les a Exactement. bien à l'intérieur. Et tu vois, ils sont contre. Donc, moins on a de frontières, plus on a de murs à l'intérieur. Et de même, ils sont contre la guerre, mais pour leurs enfants, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même dire que la situation de la France, c'est des baby-boomers qui détruisent l'avenir de leurs gosses. Hein. C'est ça la situation de la France. Hein. Bon. Vous vous enorgueillissez du fait que l'Europe a évité la guerre, alors que, parenthèse, c'est pas l'Europe qui l'a évité, mais c'est pas grave. Mais vos enfants ont connu l'occupation, donc baissez les yeux. Hein. Baissez les yeux, évidemment. Valls qui lui a voté cette loi. Quand vous avez été ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez rappelé, et qu'il y avait eu un débat sur la possibilité pour des accompagnateurs scolaires de porter le voile, Eh ben oui, j'assume, ouais. vous avez assumé. Non, mais j'assume. Attends, on va se dire clairement les choses. Oui. Aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est tout simplement qu'une maman qui porte un foulard ne puisse pas participer à une sortie scolaire parce qu'elle porte un foulard. Interdisez le foulard dans la rue. Et sur la Et burqa assumez Et sur la burqa Moi, je considère que la burqa, à partir du moment où ça masque le visage, évidemment qu'on n'a pas le droit de porter la burqa. Vous savez ce que c'est la burqa? C'est une grille qu'on a. Alors pourquoi Et est-ce que donc, vous êtes... Alors, il est contre la burqa. Alors, je suis allé vérifier la séquence parce que ça va s'écharper parce que il dit que Laurent Wauquiez va lui dire « Mais attendez, vous dites que vous êtes contre la burqa, mais quand il y a eu la loi, vous avez voté contre. » Alors, je suis allé voir, et effectivement, Benoît Hamon, en tout cas, alors j'ai pas eu la confirmation de son vote, mais j'ai vu ses positions des articles de l'époque, et effectivement, il s'est gravement positionné contre, en tout cas. Donc là, il fait un peu l'hypocrite quand il dit aujourd'hui Je ça, pense hein. qu'il est perdu dans sa langue de bois, surtout. Ouais. Et que, tu vois, il se prend des punchlines, il ne sait pas trop comment Et il sait répondre, pas et il est en contradiction avec lui-même. Tu vois, avec c'est-à-dire, mais je vais te dire, c'est ni le premier ni le dernier. Hein, et on peut tous le reprendre sur tous les sujets quasiment, nos politocards. Hein. Ouais. Mais souvent à gauche, il y a cette contradiction totale, parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment... Ils font des jeux d'équilibristes entre soutenir, on va dire, d'un côté... l'idéologie migrationniste, etc. Et pourtant, on fustige le multiculturalisme, il va te dire je veux pas de burqa, je suis pour la laïcité. Contradiction, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui est une évidence et que tout le monde que beaucoup de gens ont remarqué, c'est que d'un côté, on nous vend une intégration, il faut qu'on soit tous pareils, mais de l'autre, on nous vend aussi le fait que vous pouvez continuer à manifester à imposer des cultures étrangères sur l'espace public français, etc. Non, il faut choisir. Ouais, c'est ça. Dans votre discours, il faut choisir. Moi, j'ai choisi dans le mien. Donc, comme on a vu hier, c'était le ministre turc qui a fait un congrès à Metz. ouais, c'est scandaleux. Ça. Alors qu'il a été scandaleux. refusé en Autriche, en Allemagne, c'est aux scandaleux. Pays-Bas, et nous on a accepté en C'est France. scandaleux. Et on a vu des C'est mecs pas la dont- première fois. Hein. Ouais. Erdogan avait fait un meeting à Strasbourg. Hein. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça veut dire quoi? Les Turcs qui sont en France, ça veut dire quoi? Ils ont tous, je pense que la plupart d'entre eux ont la nationalité française, mais ça veut dire quoi ça? Ouais, je trouve ça moi aussi. Et j'ai envie de dire, c'est quoi votre pays, les mecs? Parce qu'il faut quand même leur poser la question. Hein. Votre allégeance, elle va où? Demain, s'il y a une guerre contre la Turquie, vous êtes pour qui? Tu sais, il y avait une célèbre émission avec Jean-Marie Le Pen où, je sais pas, je crois que c'était après un match France-Algérie. Et tu sais, classique, les mecs sortent en drapeau et compagnie. Et Le Pen pose une question simple, il dit, mais s'il y a une guerre, ces gens-là, ils tirent sur qui? Scandale raciste. Alors pour le coup, il n'a pas été insulté. Bon, les journalistes ont un peu avalé leur salive, tu vois. Mais il faut poser la question, quoi. Où va votre allégeance? Où va votre fidélité? Et je suis désolé, hein, mais dans un monde normal, quand tu fais allégeance à une puissance étrangère, normalement, tu perds la nationalité qui est pas celle de ce pays-là. Hein. Est-ce que Attends, c'est la moindre des choses. Hein. Est-ce que ce serait pas plus simple en France qu'il n'y ait qu'une mono-nationalité et Évidemment. Ouais. qu'on arrête avec les binationaux, les trinationaux, Ah ouais, évidemment. qu'on arrête. Évidemment. Et comme ça simplifierait dans tous les sens. Ou alors, tu sais ce que tu fais? Non. Tu dégages une autre notion qui est celle de la nationalité, ou plutôt tu distingues la nationalité de la citoyenneté. Tu vois? Ah oui. Donc tu es mononational, tu peux avoir plusieurs citoyennetés, parce que tu vois, tu t'es marié avec une Autrichienne, voilà, des fois tu vas vivre en Autriche, tu exerces les droits civiques là-bas, tu peux avoir une double citoyenneté, mais en revanche tu as une nationalité, tu as une allégeance. Voilà, c'est comme dans le mariage. Hein. Moi je suis contre la bigamie, tu vois. Moi je suis contre les bi, voilà. Tu vois, je suis pas de binationaux. Et voilà, donc pour moi c'est évident. Et moi je vais te dire, moi qui suis tellement... j'aime la France à taper échappé, mais quand tu parles avec des Français d'origine étrangère, très souvent, quand il y a un clash entre la France et leur pays, franchement, 9 fois sur 10, ils prennent parti pour leur pays d'origine. 9 fois sur 10. Franchement. Oui, c'est moi c'est mon vécu. Hein. Tu vois, vrai, ouais. j'ai envie de dire, mais attends, mais t'es quoi? T'es français ou t'es... Je pose une question tout simple. C'est que est-ce que tu te positionnes par rapport aux intérêts de la France, quoi?
C'est incroyable. Bah, il y a Après, des- on dit que les ouais. Français sont des méchants qui rejettent. Mais c'est des conneries, ça. Ah, parce qu'il y en a qui s'inquiètent, qui disent oui, attendez, ils veulent supprimer, on s'attaque aux binationaux. Et attends, Alors, l'Algérie l'a fait. Alors, Grosse dédicace à oui, l'Algérie. oui, Encore ouais, une fois, ouais. grosse dédicace à l'Algérie. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations de binationaux en France, d'origine algérienne donc, qui ont gueulé contre le pouvoir en place, etc. Parce que. Enfin, ils n'ont pas interdit les binationalités algériennes. ils ne peuvent pas occuper certains postes. Exactement. Et voilà, Mais ils ont raison, sur Mais le ils ont fond. raison, c'est complètement cohérent. Parce bien qu'en sûr. plus, ça touche la finance, la banque, l'armée, les machins, tous les postes stratégiques, le gouvernement, etc. Mais c'est que du bon sens. Moi, Mais aussi, évidemment. quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, les Algériens, ils ont du bon sens. Parce que Et pour ils, sont, eux- ils sont moins parce républicains que- que nous. Ouais. Bah, ils sont pas républicains. Et voilà, non, mais t'as tellement raison. Parce que aussi, ces Algériens-là, moi, quand je vois ça, je me dis, bah, les Algériens, ils sont pas cons. C'est que quand ils voient un autre mec algérien, soi-disant, qui va s'appeler Mohamed ou Karim, mais qui a un passeport français, pour eux, c'est pas un Algérien. C'est aussi simple que ça. Ils s'en méfient. Et ils ont raison, en plus. Ils ont raison. Parce qu'après tout, c'est vrai que Potentiellement. potentiellement, c'est facile pour nous d'embaucher évidemment, des ouais. Français d'origine maghrébine, les envoyer en agent en Algérie et d'occuper des postes. Après tout, on pourra le faire facilement. Mais eux, ils sont pas comme nous. Ils sont moins bisounours, tu vois. Bien sûr. Allez, ils se Alors, disent, bah non, nous, moi- on va moi- pas moi- prendre moi, des ce- binationaux. Moi, ce que m'avaient dit des camarades algériens, c'est que en fait, ils avaient fait ça pour écarter précisément certains candidats des élections présidentielles. Tu vois, D'accord. qui viendront et il y avait des binationaux qui voulaient dégager, et donc ils ont fait. Notamment, c'est pas que pour ça, mais C'est pour c'est. ça, mais ça en fait partie. Mais C'était aussi pour ça. Ouais. franchement, en plus, c'est cohérent parce que comment, même moi, je sais pas, dans le gouvernement algérien, je vais mettre un ministre des Affaires étrangères, ah, il a un passeport français. Bah, comme Najat Vallaud-Belkacem. Comme Najat Vallaud-Belkacem, qui est citoyenne marocaine et française, c'est scandaleux. et qui a prêté allégeance devant le roi du Maroc, c'est visible sur Internet, c'est quand même scandaleux. C'est voilà. scandaleux, C'est ouais. scandaleux. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'elle lui a pas vendu le mariage pour tous, hein, roi du Maroc, à mon avis. Hein. Ouais. Donc, moi, je dis à Najat, est-ce que toi, ton pays d'origine, tu lui préconiserais de faire le mariage pour tous? Est-ce que Ouais, tu puis dis- d'appliquer les est-ce que tu programmes qu'elle dirais a au appliqués aux commandeur Français, des croyants, parce que le roi du Maroc, commandeur des croyants, officiellement, tout à fait, est le c'est- commandeur des croyants. Ouais, ouais. Je ne veux pas faire de polémique religieuse, donc je restitue le titre qui lui est attribué. Est-ce que tu recommanderais au commandeur des croyants le mariage gay pour la société marocaine? C'est une question, Najat, que nous te posons. Ouais. Donc voilà. Et est-ce qu'elle accorderait aussi les mêmes programmes de Oui, l'éducation tout à fait. nationale Je aux pense enfants français, aux enfants marocains, hein, avec, Ça, c'est une très très bonne question. ouais, C'est une avec très, la très théorie bonne du question. genre, etc. Tout ce qu'il y a, les Marocains aussi. Je pense qu'il va y vraiment, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, je pense pas qu'ils vont être tout à fait d'accord. Hein, mais bon. Loi, Mais c'est c'est contre pas- cette c'est loi. totalement faux. Et vous êtes en train d'aller sur un terrain où, pardon de le dire, vous êtes un joli hologramme de Marine Le Pen. Alors, Ils ont plus que ça. Alors là, Bah, de toute façon, quand tu es acculé là, au coin du ring, qu'est-ce que tu as à dire? Bah oui, voilà, Marine Le Pen. Bon, alors il y a un petit peu complotiste qui vient à la mode. Ouais. Antisémite, on le sort un petit peu moins en ce moment. Oui, c'est moi, Alors, c'est tombé, mon Fasciste, ça existe encore à l'extrême gauche, mais globalement, c'est plus trop utilisé. Mm. Mais voilà, bon bah là, voilà, facho. Facho, Marine Le Pen. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi, pour les mecs de gauche. De toute façon, Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? À qui il parle, quoi? Ouais. Là, on voit qu'il drague l'électorat maghrébin, concrètement. Ouais. Mais à part ça, quoi, franchement. Parce que, tu vois, tous les fonctionnaires un peu déclassés par la mondialisation, ils vont vers Mélenchon, parce que Mélenchon est quand même un orateur. Et puis, il a un programme, hein, quoi qu'on en pense, mais il a un programme qui a sa cohérence. À qui parle Benoît Hamon, quoi? Benoît Hamon, il est très possible qu'il fasse moins de 10%. Ah. C'est très possible. C'est vraiment très, très possible. Grand échec du PS. Mais il ne parle à plus il personne. parle à plus personne. Bah, il y a 2 jours, je voyais tous les... Parce que bon, je suis régulièrement évidemment la grande presse pour savoir ce qui se passe sur la campagne. Bien sûr. Alors je voyais Benoît Hamon, c'était très drôle parce que c'était il y a 2 jours de ça. On nous disait ah bah sa campagne elle est en panne, il n'arrive pas à décoller, il sait pas comment faire. Mais oui, mais ça parle à personne parce qu'il n'y a rien, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Et puis ouais, attends, voilà. déjà il y a quand même un réquisitoire qui est définitif. C'est les primaires de gauche. Primaire de droite, je crois que c'est 3 ou 4 millions de personnes. Ouais, 4,5 millions. 4 millions et demi, primaire de gauche, 1 million et quelques. Alors oui, avec en plus suspicion, Suspicion, sur ouais, les chiffres. ouais, ouais. Parce que, je rappelle les trucs, le dimanche à 9h30, on était à moins de 1 million. Et je rappelle les propos de Cambadis, tout ça, si on fait moins d'1 million, on met la clé sous la porte, machin, etc. C'est les propos avant. À 9h30, on est à moins d'1 million. À 10h, on est à 1,5 million.
Et puis ça n'a pas arrêté de monter jusqu'au lendemain où toute la presse a repris en disant mais attendez c'est bizarre vos chiffres, tout a monté dans la nuit, ça a doublé. Et puis on nous a dit c'est une erreur informatique, c'est un machin, on a mis ça sur le dos et c'est toujours pratique les prestataires internet, je sais pas trop qui c'est, hop c'est eux. Et puis tout est passé comme une lettre à la poste parce que ce qui était... Parce que je précise quand même pourquoi l'histoire elle a déclenché comme ça énormément de polémiques, c'est parce qu'on nous avait donné des chiffres à 9h30 avec des pourcentages. Mais quand on a eu les chiffres à 10h, il y avait la participation qui avait explosé, mais le pourcentage était resté intact. C'est la plus grande coïncidence de C'est l'histoire la de plus France, grande, voilà. l'histoire du monde même. Voilà, c'est-à-dire que vous rajoutez tout d'un coup quasiment le double de voix, mais vous êtes pile poil, vous êtes encore à 29,7%. Il n'y a rien qu'à changer. Là, monsieur Cambadélis, il faut jouer au loto là. Voilà. À ce niveau-là, jouer au loto tout de suite parce que... Donc c'est ça qui a interpellé tout le monde le lendemain en se disant bah attendez, les chiffres du Parti Socialiste sont très douteux. Mais je pense que c'est un échec, moi aussi je le pense. Et un échec caché. Encore une fois, protégé par... dû, si tu veux, système, hein. Dû, si tu veux, au décalage, justement, dont on parle tout le temps, entre le discours et la réalité. C'est qu'au bout d'un moment, le discours n'a plus qu'une écho, quoi. Enfin, tu vois, on est autre part. C'est exactement ce qu'on voit là. Alors, on me dit, que répondez-vous aux attaques lancées par Henri Poncart-Dassec ? Tu sais, chacun est libre de ne pas m'apprécier. Hein. Moi, je veux dire, sur les réseaux sociaux, je me fais insulter tous les jours. Sur YouTube, je me fais insulter tous les jours. Chacun est libre de ne pas m'apprécier. Moi, je ne suis pas de gauche. Je n'impose à personne de penser comme moi. Alors, je me bats pour ce que je crois être la vérité, mais je n'impose à personne de ne pas penser comme moi. Alors, on me dit, bonsoir, monsieur Abosi, a-t-il entendu parler de Laurent Oberton ? Non, c'est qui Ah oui, Laurent Oberton. Laurent Oberton. D'accord, oui. Je sais que... de l'ultra-violence en France, on me dit. Oui, tout à fait. Alors, je vais te dire, je n'ai pas beaucoup lu Oberton. J'ai lu un petit peu son bouquin Utoya, mais je veux m'intéresser davantage à son cas. Son dernier bouquin, Guérilla, toutes les personnes qui l'ont lu, tout le monde dit que c'est vachement bien. Il est excellent. Enfin, ouais, mais c'est le retour que j'ai partout. On nous parle beaucoup d'Oberton parce qu'en fait, quand tu lis son bouquin, tu retrouves l'affaire Théo. Mais tu la retrouves dans ces éléments, évidemment. Mais c'est vraiment, il y a tout. Je ne vais pas vous spoiler le bouquin. Non, mais en fait, hallucinant, mais gros, il a tout compris. Il y a un fait de la police qui fait dérailler la banlieue, quoi. Ouais, complètement. Mais voilà. Mais je vais le lire, Oberton, je vais m'intéresser à son cas. J'ai entendu 2-3 interviews de lui sur YouTube. Et alors, il me semble avoir vraiment bien compris une chose, si tu veux. Justement, c'est la maladie mentale des gens de gauche, quoi. Ah oui. Dans le livre, c'est bien expliqué. Enfin, c'est bien expliqué. C'est illustré. C'est illustré, exactement. Illustré. C'est bien illustré par les personnages et qui sont bien fascinants. En tout cas, je le conseille à tout le monde. On me dit, je crois savoir que vous êtes royaliste. Selon vous, qui serait légitime pour s'asseoir sur le trône de France ? Le descendant de Louis XVII. Le descendant de Louis XVII. Non, mais c'est la Providence qui tranchera. C'est la Providence qui tranchera, faut la laisser faire. D'accord. D'abord, redevenons français, requêtons-les-nous, et la Providence fera le reste. Alors, on me dit, à propos de l'affaire M'éclate, savez-vous qu'il a commencé à écrire ses chroniques sur la vie en banlieue sur le Bondi Blog ? Bah oui, on l'a dit. Ce blog a vocation à raconter la France de la diversité ethnique et d'être la voix des quartiers sensibles dans les débats qui animent la société française. Il est financé par 50 000 € annuels par l'Open Society, on l'a précisé aussi. Donc, oui, on en a parlé, mais c'est toujours ça, ces gens-là, c'est eux qui sont soutenus par le système. Après, on va nous traiter, nous, je sais, conspirationnistes, fascistes, extrême droite, tout ce qu'on veut. C'est que là, si on n'a plus le droit de relever certains faits, il faut le dire. Voilà. Et vous faites des lois qui nous interdisent de relever certains faits. Mais si aucune loi ne nous interdit, nous ne commettons aucune faute morale à les relever. Parce que là, eux, ils sont effectivement tranquilles. Hein. Le Bondi Blog, ça nous est présenté, oui, comme le parangon de la diversité ethnique. Ça a été créé après les émeutes de 2005, je rappelle. Oui. Émeutes dont on se rappelait le rôle. Là, je profite de faire une petite transition avec aussi l'actualité sur l'affaire Théo, mais les médias qui jouent un rôle d'incendiaire. Ils sont là, dire sur l'affaire Théo, c'était flagrant. Et puis d'ailleurs, après l'affaire Théo, on a vu vraiment des émeutes anti-françaises. Hein. Ah oui. Et très concrètement, le message, c'était vous avez attaqué quelqu'un de notre pays, de notre société, de notre monde, et on vous le pardonne pas, quoi. Autant nous, on a le droit de faire ça entre nous, mais autant vous n'avez pas le droit de le faire, quoi. Tu vois. Puis on a vu des vidéos apparaître où les gars te parlent de guerre, C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on dit c'est nous qui avons la guerre civile. Alors ça aussi, ça fait doucement rigoler. Parce que et puis quand tu vois des racailles traiter des flics de violeurs, je dis attendez les mecs, hein. Je finis pas ma phrase, mais j'en comprends où je veux en venir. Voilà, flics qui ont été
Alors moi, j'étais quand même assez stupéfait de les voir se faire traîner dans la boue pendant 2 semaines. Alors il y en a beaucoup qui sont prêts à montrer dans les vidéos. Surtout le calme des mecs, quoi. Attends, moi je les a traînés dans la boue. Je suis admirateur du calme de la police, quoi. Ah ouais, Parce que moi, un mec fait ça, mais je me tarde dans la gueule direct. Hein. Non mais franchement, quoi. Surtout qu'on a appris les fondements de l'histoire après, parce que tout le monde a hurlé avec les loups, il y en a qui hurlent encore, qui tout le monde s'en bat, mais on a appris que l'interpellation en question, c'est des flics qui arrivent, qui apparemment vont contrôler des mecs, et Théo s'interpose, il a rien à voir, et il commence à frapper un flic, etc., il le piétine. C'est comme ça que ça parle, l'intercation. Et il y a des versions encore plus sulfureuses qui nous disent que Théo s'était fait violer avant. Exactement. L'altercation. Ouais, alors après, moi c'est versions. mon côté avocat, tu vois. Moi, tant que la réalité factuelle n'est pas établie, je plaide pas le dossier. Voilà, moi j'attends de voir la fin du dossier, quoi. Surtout qu'en plus, il y a plein d'éléments maintenant qui sont rajoutés sur l'origine de Théo. Alors, ce serait le fils d'un ministre ou le neveu d'un ministre congolais. Ça, je suis pas au courant. Alors, non mais je te le dis, ça tourne beaucoup sur Internet parce que c'est... D'ailleurs, petite chose, hein, tu sais, son nom original, c'est Théodore Luaka. Et je trouve que le fait qu'on lui ait donné un pseudo comme ça, Théo, un diminutif, c'est une espèce d'intimité gentille. C'est une incitation à l'empathie. Une incitation à l'empathie, tout à fait. Tu Et ça, c'est les médias qui ont fait ça. Parce que dès le début, pourquoi ils nous ont pas présenté? Oui, monsieur Luaka. Ah non, on t'a dit Théo. C'est très gentil, hein. Moi, je pense que demain, je serai dans les médias, on va me dire Monsieur Dont, on va salir tout mon nom, on me dira pas Pat. C'est Pat qui était convoqué. Tout d'un coup, ça ferait gentil si on disait ça. Tu sais, j'aurais une image gentille, tu vois, on dirait non, mais attends, il est gentil. Bah Pat. Oui, c'est Pat, quoi. C'est Pat. Il est cool. Voilà, c'est cool. Tu vois, alors, et là, c'est pareil, Théo, c'est gentil, en fait, c'est un petit diminutif. Ouais. C'est pas Monsieur Luaka, quoi. Tu vois, là, on marque bien les choses. Dans le passé, on nous a pas fait Jean-Bas, tu vois. On a pas fait... voilà. On nous a pas fait genre... Et donc, je trouve que cette affaire, c'est dingue, ces médias donc, qui s'emballent sur la police, qui nous sympathisent, en tout cas, qui nous portent au nul à la victime, parce que c'est vraiment porté au nu, parce que des affaires comme celle de Théo... Il a été sanctifié, il a été canonisé. Il a été canonisé, véritablement, voilà, c'est ça. C'est le nouveau Dreyfus, tu vois, c'est le nouveau... C'est quoi, d'ailleurs, on pourra parler de victimes médiatiques, ou de... Je sais pas, parce que c'est un peu les médias qui font ce et puis tu vois, oui, tout à fait, c'est... tu sais, c'est un petit peu comme Leonarda à une époque, quoi, tu vois, pour éviter de parler d'un problème dans sa globalité, on restitue les choses dans sa dimension uniquement individuelle, alors que quand tu fais de la politique, tu ne dois pas aborder les choses de façon individuelle, tu dois évoquer la question par rapport à la société, hein, petite parenthèse. Hein. Donc c'est peut-être terrible pour Leonarda, si tu veux, à titre individuel, qu'elle quitte la France, mais pour la France, c'est bon d'avoir une politique migratoire ferme et que les indésirables retournent dans leur pays. Enfin, pas que les indésirables, mais les illégaux retournent dans leur pays, quoi. Voilà. Mais ouais, effectivement, l'affaire Théo, moi je te dis, l'affaire Théo, pour moi, je me prononce pas trop dessus, parce que moi, c'est mon côté avocat, j'attends que le dossier... des éléments. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça sert à rien de spéculer. Mais disons qu'il y a plein d'éléments qui sont arrivés au fur et à mesure, qui nous montraient que c'était bien. Après, t'as la manip médiatique de Ribéry qui se pointe, de ces émeutes dont on n'a pas tant parlé que ça. Ah non. Voilà. Franchement, quand tu vois les images, la violence de certaines images, t'as un droit que je connais. Parce que moi, j'ai vu des images de Bobigny, et Bobigny, moi, je vais plaider assez régulièrement, fut un temps, j'ai plaidé assez régulièrement au Conseil des prud'hommes de Bobigny. J'ai reconnu les lieux, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu sans le reconnaître. Hein. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein. Donc, et puis je me dis quand même, c'est-à-dire que c'est à 10 minutes de Paris, quoi. Hein. La ligne 5 est très rapide. Hein. Donc tu peux faire Bobigny, Place d'Italie en 20 minutes, 25 minutes. Bien sûr, c'est quand même intéressant de savoir ça, quoi. Hein. Que ce chaos potentiel est au bord de la capitale. Non, c'est au bord de la capitale. Et je rappelle qu'il y avait, pendant qui télé nous montrait donc, les images des manifestants en train de brûler, etc. Et tu avais les gentils commentaires de journalistes qui nous disaient une ambiance conviviale dans la manifestation. Oui, je l'ai vu ça. Oui. Et ce qui était encore plus intéressant, tu vois, c'était les baltringues de gauche qui sont allés manifester avec les jeunes de banlieue, tu vois. Et les mecs, et là, ils ont pris les règles dans la gueule. Parce que, tu vois, vous pouvez leur tirer les pompes autant que vous voulez avec votre négrophile et votre maghrébinophile, vous serez toujours des blancs. Vous serez toujours des blancs. Et ils ne vous considéreront jamais comme l'un des vôtres. Tu vois. Et les mecs se chiaient dessus. Parce que moi, je suis désolé pour mon langage. Hein. Mais c'était ça. Je dis, mais attends, tu vis ensemble, là? C'est quoi le souci, là? T'es pas content de voir toute cette diversité autour de toi, là? Ouais, parce qu'on a vu les images après, oui, quand ils étaient aussi dans le 18e, ça a manifesté, puis ça s'est éternisé, on a vu les lycéens, les machins, les trucs. Il y a 18e et 18e, hein, parce qu'il y a Goutte d'Or et Montmartre. Oui, c'est vrai. Donc, il y a deux 18e, ouais, c'est un peu coupé en deux. Mais là, ça a été surfait, parce que
je suis assez d'accord avec ce que tu dis, que les émeutes, c'est passé un peu, bon, il y a maintenant, C'est extrêmement grave. Hein, ouais, c'est comme si c'est un truc comme ça, comme un autre, oh, ils sont pas contents, ils cassent tout, oh, c'est 2 jours de suite, mais c'est ils pas cassent grave. tout, ils dévastent tout, Ils dévastent tout. ils brûlent un KFC. Voilà, KFC. Le KFC, quel rapport entre KFC et l'affaire Théo? Tu vois, Les voitures des médias, médias qui, alors même, ils sont avec eux, puisque Ouais. les médias n'ont jamais... C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez leur cirer les pompes tant que vous voulez, vous serez jamais considéré comme un des leurs. Voilà. Vous savez pas ce que c'est qu'une racaille. Vous savez pas ce que c'est, les mecs. Et puis, il n'y a pas eu de fermeté, parce que bon... Ah, ça, c'est peu de le dire. Hein. Hollande et compagnie, on pourrait s'attendre à un minimum d'un gouvernement, mais vraiment en un état minimum, d'urgence. en état d'urgence, en état d'urgence. Mais il n'y a même pas une condamnation de rien. Non, non. C'est-à-dire qu'en France, on laisse le bordel. C'est une incitation. Est-ce que... Alors moi, je vais loin dans mon... Allez, je vais dans mon raisonnement, allez, presque conspi, il y en a certains, mais franchement, Hollande, quand il va voir Théo, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il allume le feu, il fait le lit de Marine Le Pen, il lui prépare le machin, enfin, il fait quoi? Enfin, c'est quoi? On peut penser qu'effectivement, tu sais, c'est un petit peu comme l'émeute de Gare du Nord, là, en Ouais, 2007. ouais. Effectivement, on peut penser que certains soufflent sur des braises, pensant qu'il est opportun de faire monter Marine Le Pen. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Après, je suis pas dans sa tête. Et tu sais, je vais dire un truc, c'est peut-être juste de la bêtise aussi. Hein. Ouais, juste vraiment. Il faut pas surestimer. Ces gens-là, il faut pas surestimer leur intelligence non plus. Hein. Mais ils se doutent pas quand même, ça va faire un effet. Même politiquement, le geste est fort. Tu vas avoir une victime entre guillemets médiatique, parce que quand Hollande il allait le voir, on savait moins de choses que ce qu'on sait là. On savait pas grand-chose sur l'affaire. Il y a une pesanteur idéologique qui est tellement grande aussi que des fois, tu sais, ça devient de l'ordre du réflexe, quoi. C'est tout. Après, c'est très très difficile de se mettre les reins à les cœurs. Mais soit c'est de la connerie, soit c'est un machiavélisme extrêmement cynique. Ah ouais, parce que c'est souvent comme Hollande, on l'a accusé de cynisme, tu sais, plusieurs fois qu'il se donne cet air un peu comme ça, un peu couillon, j'ai envie de dire, mais il ne le serait pas en fait en privé, il serait beaucoup plus machiavélique qu'on le pense, ce qui serait peut-être pas faux. Hein. C'est ce qu'on lit dans le bouquin des 2 journalistes. Hein. Ah ouais. C'est ce qu'on lit, mais bon. Après, ça reste pas non plus forcément une... Ouais, la grande lumière. Il est limité, quoi. Mais quand il fait des choses comme ça, j'ai l'impression que quand même il sait ce qu'il fait, moi, je sais pas. C'est pas possible. Je me dis, parce que clairement, il attise le feu, il sait que... C'est presque... D'ailleurs, c'est simple, c'est quand il est allé voir Théo, c'est le lendemain qu'il y a eu les émeutes les plus violentes. Après qu'il était le voir. Hein. C'est le lendemain qu'on a vu, ils ont tout cassé à Bobigny, tout. Pour moi, il leur a donné un blanc-seing, hein. C'était un peu ça, c'était presque les faire chercher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation symbolique. Non. Il n'y a pas baisser les yeux, quoi, tu vois. Ce qu'il y a eu après les attentats, consciemment ou inconsciemment, de la part des médias et de la population. Alors, tu as vu des petits bouffons qui, sur Twitter, ont fait les malins, surtout après Charlie Hebdo, mais ça s'est beaucoup calmé, ça, après avec les autres trucs. Parce qu'à là, j'ai trouvé que la plus grande défiance de ce que tu dis là, c'était après les attentats du 14 juillet, quand Valls est allé là-bas le lendemain, et il s'est fait traiter d'assassin par la foule. Et ça, j'ai trouvé que les gens avaient une défiance absolue de le faire dans ce moment-là. Parce que ensuite... Il a dit que c'était des électeurs du Front National. Et il a dit ça. Alors, ouais, il a dit oui, c'est le Front National qui a instrumenté le... Très original, très original comme défense. Oui, c'est tellement facile. Et ça, j'avais trouvé que les gens étaient assez courageux d'avoir... Parce que le lendemain, au milieu du pathos, lui sortir un truc pareil, il fallait quand même... Je pense que Valls, c'est un des hommes politiques les moins aimés de l'histoire de France par le peuple français. Je pense. Hein. Il ne se rend pas compte à quel point il a irrité le peuple français, quoi. Et notamment à cause de son surrépublicanisme. Hein. Les valeurs de la République, les valeurs de la République, les valeurs de la République, les valeurs de la République. Oui, et la France, non, tu connais, non, ça te dit rien. Un peu comme, tu sais, Macron, ce fameux discours d'introduction, là, quand il était, je sais plus si c'était à Bercy, le grand discours, là, où à la fin, il fait il parle en cacahuète, littéralement. Enfin, il se coupe là. Et dans ce discours-là, tu sais, j'avais bien regardé, bien analysé, il ne prononce pas le mot France. Par contre, faut pas dire de bêtises. Il prononce au moins, je te mens pas, 30 fois le mot République. Mais tu sais... Tout est républicain sur le... Tu sais, après l'affaire algérienne, il a dit « Je n'ai de leçons de République à recevoir de personne ». Oui, de leçons de République. Et c'est très vrai. Ouais. Et c'est très vrai, monsieur Macron. Et c'est très vrai. Vous n'avez de leçons de République à recevoir de personne. Oui, parce que ça, on l'a vu, oui, la République, la République, la République, la République. Il parle que de ça, c'est que le logiciel. Tant mieux, les choses sont claires. Tant mieux. Ouais. Moi, je veux que les choses soient claires. Ouais. Arrêtons cet amalgame entre la France et la République. Les choses doivent être claires. Allez, je prends les dernières questions. On me dit, les communautés extra-européennes françaises habituellement socialistes sont-elles pas en train de changer de bord politique? En tout cas, je pense qu'elles vont davantage s'abstenir. Elles n'iront pas voter Front National, mais en tout cas, elles vont soutenir la gauche beaucoup moins activement.
Ouais, la gauche perd, même sur ces terrains-là. Finalement, ils perdent de partout. Ils ont perdu Et les tu ouvriers. vois- Ils perdent, il paraît, les fonctionnaires et les personnels hospitaliers qui sont de moins. Il va plus leur rester grand-chose. Il va plus leur rester grand-chose. Donc ça veut dire leur électorat, en fait, de base, l'électorat traditionnel de gauche, il s'est réduit au pot de chagrin. Ça s'est éclaté entre, à la limite, Mélenchon pour ceux qui est là, Marine Le Pen qu'on a repris plein, et puis peut-être quelques macronistes, ceux qui étaient dans le Var. Oui. Finalement, c'est délite complètement. Il n'y a plus personne. Vraiment, tu vois, ces élections, moi je pensais que ce serait entre guillemets des élections pour rien. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on est en train de vivre un moment de vérité quand même. Et en fait, les choses se décantent. Voilà. Ouais. Vraiment, quel que soit le résultat, a priori, ça sera soit Fillon, soit Marine Le Pen. A priori. A priori. Hein, je jamais. vois très mal Macron et Benoît Hamon, mais bon. Voilà. En toute franchise, je pense qu'on sera dans un autre monde après les élections. Même si Marine Le Pen perd. Ouais. Il va y avoir un basculement Quoi dans qu'il les arrive, il esprits. y aura un basculement. Et dans les esprits. tu sais, quand même, le Front National, ce qui est très intéressant, au-delà de ce qu'on peut attendre de lui en termes de valeurs, enfin pas de valeurs, mais de lois qu'il faut voter, appliquer, il y a quand même des effets, je dirais, intrinsèques. Par exemple, quid de la réaction des banlieues le soir de la victoire de Marine Le Pen. Là, c'est très 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 intéressant. Ah oui. Quid de ce qui va rester du politiquement correct dans la tête des gens. Quid de l'avenir des médias. Est-ce qu'ils vont continuer à nous vendre leur soupe? Tu vois? Donc ça sera... en soi, l'élection va être très intéressante. Elle va être intéressante parce que même dans le cas où, par exemple, imaginons Marine Le Pen soit élue présidente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, clairement, ce qu'ils nous ont fait le coup là, de ce qu'on a connu en 2005 ou là récemment, ça va être tous les soirs. Ça va être comme Trump. C'est ça Comme Trump, ils vont vouloir empêcher de gouverner. Tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, chez Trump, enfin aux États-Unis, on a l'impression que le pouvoir est le contre-pouvoir, si tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que c'est incroyable, le pouvoir s'acharne, l'oligarchie américaine s'acharne sur lui. Mais il y a une moralité là-dedans, c'est qu'une lutte politique n'est pas qu'une lutte électorale. Je l'ai déjà dit sur Méridien Zéro, il faut le répéter. C'est que la lutte politique, elle se fait sur tous les terrains, médiatiques, économiques, social, au sens large du terme. En fait, c'est une lutte d'influence globale dans toute la société. Et on ne peut pas, si on veut remettre en place une politique digne de ce nom, se contenter uniquement, si tu veux, d'avoir récupéré une partie de l'appareil politique, de l'appareil administratif. Il faut aller beaucoup plus profondément. C'est pourquoi je dis toujours qu'avant d'espérer trop du Front National, il faut que le peuple français change lui-même. Parce que s'il ne change pas lui-même au préalable, Marine Le Pen, tout le monde va lui savonner la planche et il ne va pas faire grand-chose. Toutes ces lois sont retoquées par le Conseil constitutionnel, les décrets sont retoqués par le juge administratif, il y aura des manifestations, il y aura des grèves. En plus, elles sont financées par l'étranger pour être bien certain que ça aille jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est une lutte d'influence globale qu'il faut gagner. C'est une lutte culturelle en somme. Allez, un dernier commentaire. On me dit un commentaire sur la petite policière de la BAC de Marseille agressée par deux connards pas anti-France suivi cette pour affaire. 3 semaines d'ITT. J'ai pas suivi cette affaire, j'ai pas Ouais, une policière de la BAC. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Allez, la dernière. Pensez-vous qu'il serait intelligent de violer systématiquement les lois qui nous empêchent de prononcer certains mots afin de détruire la novlangue et de normaliser le politiquement incorrect? Ça pourrait avoir un sens. Tu sais, c'est un peu comme sur l'Union soviétique, où quand on se mettait d'accord pour tous la loi en même temps, si tu veux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Donc, à part envoyer des gens en casse-pipe, franchement, tu vois. Mais on peut, en tout cas, il faut donner des coups de butoir à l'idéologie, mais sans... Il faut aller sur la ligne jaune. Et puis, tu sais, je vais te dire, moi, je vois la différence entre ce que je me suis autorisé à dire dans mon premier livre et ce que je me suis autorisé à dire dans mon second, et tout est légal dans mon second, tu verras. C'est un fossé, quand même. Donc, les choses, quand même, évoluent dans le bon sens. Elles évoluent dans le bon sens. Et la liberté d'expression voit son champ s'élargir, paradoxalement. De force, encore une fois. Alors, c'est cette nouvelle opinion publique qui la force encore, qui force les choses encore. Après, c'est parce que, tu vois, Zemmour a beaucoup fait pour ça aussi. Tu vois, il a fait énormément aussi. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu le représentant caché de cette nouvelle opinion publique chez En tout cas, Zemmour a une double vie. Il a une double, voilà, il a une espèce de double casquette. Il est énormément dans les grands médias, mais il est énormément repris aussi sur Internet. Donc, il a une double vie médiatique, en fait, Zézé. Ok, bah écoute, je vais te dire merci. Allez, dernière, pensez-vous que le Front républicain soit un rempart sérieux face au Front national? Allez, ça, question... il y aura un Front républicain, mais dans quelle mesure il sera aussi efficient que la dernière fois? Alors là... Qu'en 2002, c'est pas... c'est beaucoup moins évident, en fait. J'y mettrai pas ma main au feu, moi. Ouais. Je te le dis franchement. Ce sera pas 80-20, en tout cas, non, c'est sûr. Non, mais Marine Le Pen, je te dis... si elle arrive au pouvoir. Bon, je vais être très franc avec toi, ça va être dur pour qu'elle gagne, mais c'est possible.
c'est possible. Et si elle perd, elle fera pas. Et je pense même qu'elle peut faire facile du 40%. Franchement. D'accord. Eh ben, on en restera là. En tout cas, merci beaucoup, Adrien. Tu reviendras quand tu veux. Et puis, en plus, il y aura ton livre bientôt, tout ça. Il y a mon livre et il y aura une émission atomique en fin d'année. Voilà, aussi. Voilà. Comme je t'ai dit le sujet, ça va Voilà. swinguer. Et ben, ça aussi, on prépare. En tout cas, vous restez connectés. Grand au revoir à la régie. Grand au revoir aux modérateurs connectés. Au revoir aux métanautes connectés. Et puis, forcément, vous savez très bien que si vous regardez ce message-là ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.